Quelques mots seulement. Ceux qui sont de la fac de langue doivent me connaître, donc je m'appelle Jean-Louis Chauzy. Ceux qui ne sont pas de la fac de langue, ils sont les bienvenus parce que ce n'est pas une journée fac de langue, c'est une journée université. Et je suis là pour 2 minutes, simplement 2 minutes, pour vous remercier d'être là. Mais je pense que vous avez bien fait de faire ce choix. Et puis je suis surtout là pour accueillir et remercier M. Faucon, non pas en ma qualité d'assesseur du doyen chargé des relations internationales et des relations entreprises. C'est bizarre, ça marche ensemble, vous voyez. International, entreprise, je crois que c'est l'esprit de la journée. Je suis là pour accueillir et remercier M. Faucon d'être venu de Paris pour animer cette, je n'ai pas envie de dire conférence, cet échange sur comment construire son parcours international, comment envisager une vie qui sera tournée vers l'international. Alors M. Faucon dirige un cabinet de recrutement, très orienté vers le recrutement international, on a échangé un peu avant, et en particulier initialement vers la zone asiatique, si je ne me trompe pas, donc les étudiants de chinois, de japonais, les tout nouveaux étudiants de coréens. Vous voyez que l'Asie, ça a des débouchés. Donc je voulais le remercier au nom du président de l'université, de toute l'université, peut-être surtout en votre nom à vous. Et à côté de son activité de directeur de cabinet de recrutement, M. Faucon est aussi engagé dans l'université, disons dans l'enseignement supérieur. On échangeait tout à l'heure effectivement au CNAM, à l'université de Cergy-Pontoise. J'en oublie peut-être, c'est pas grave. Et voilà, si vous voulez, donc c'est un profil que je trouve particulièrement intéressant pour vous, pour nous, c'est-à-dire ce lien entre le monde professionnel, l'université, l'enseignement supérieur. Et je crois que cette année, on a demandé à M. Faucon, à lui seul, de remplacer ce qui, dans les années passées, était 3, 4, 5 entreprises qui venaient chacune exprimer quel est le profil idéal qu'on souhaite et qu'on recrute. Donc M. Faucon a accepté de relever ce défi et de représenter à lui tout seul tout le monde professionnel, tout le monde international. Donc je veux le remercier une fois encore et puis vous demander d'être très attentif. Je crois que vous avez plein de choses intéressantes à entendre. Merci d'abord à l'université qui m'accueille et puis merci à vous tous d'être venus à cette conférence. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? Non? Oui? Alors, qui est cette personne? Birdie, exactement, c'est Birdie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Birdie, donc je vais juste vous faire écouter. Voilà, vous écouterez cette chanson. Pourquoi je vous parle d'elle? Je vais remettre le document. Voilà. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce que Birdie a été découverte donc comme talent à l'âge de, c'est à peu près à l'âge de 16 ans que sa vie a complètement changé en Grande-Bretagne. Et l'histoire de Birdie, c'est finalement à la fois l'histoire d'une personne, parce que vous savez, la musique, c'est pas quelque chose avec lequel vous naissez. Vous devez apprendre, acquérir ce talent. Mais
donc, il y a votre contribution personnelle, c'est-à-dire qu'elle a fait un incroyable effort, bien sûr, pour devenir ce qu'elle est devenue, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait avec l'aide de ses parents, avec l'aide de son environnement. Tout de suite, les gens qui étaient autour d'elle ont commencé à lui faire passer des concours. Et puis, autour d'elle, il y avait en particulier son oncle qui connaissait extrêmement bien le circuit de la télévision. Et donc, elle est arrivée là, ce n'est pas un miracle. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas un miracle. Et pourquoi je vous parle d'elle? Parce que nous sommes tous des talents potentiels. Nous avons tous des choses formidables en nous à partager. Et il y a partout, il y a dans le monde une place pour vous. Alors, où? Ça, c'est à découvrir. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons notre place dans ce monde. Et donc, il y a des gens qui vous attendent. Mais il va falloir que non seulement vous travaillez, et d'un autre côté, vous voyez, il y a cette journée, mais ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui ont envie de vous aider, de vous accompagner. Et effectivement, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est ça le message, c'est que pour réussir cette vie professionnelle, on ne peut pas y arriver tout seul. Alors donc, l'international vous attend, vous avez toutes vos chances, et il y a tout un dispositif dont on vous a parlé ce matin, qui existe également au sein de l'université, qui est là pour vous aider à prendre votre envol comme Birdie. Alors, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Je ne sais pas si vous connaissez cette femme, il y a son nom, Sheryl Sandberg. C'est une femme qui est peut-être parmi les femmes les plus influentes au monde. C'est la numéro 2 de Facebook. Elle est milliardaire et elle dit quelque chose. Elle a écrit un livre que vous pouvez trouver en français. Donc, elle dit, imaginez, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Vous voyez? Réfléchissez à ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Parce que ce qui nous empêche très souvent d'avancer dans nos rêves, dans nos projets, c'est la peur. Je dis souvent, je vous l'ai dit, nous sommes tous des talents. Mais nous sommes tous aussi des handicapés. Tout le monde ici a un handicap, moi le premier. Et donc, on a tous des peurs qui sont liées à nos handicaps. Le vôtre, c'est peut-être la jeunesse, le manque d'expérience. Mais ne vous arrêtez pas à vos peurs. Pensez à vos rêves. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous voyez, à l'université, à Cergy-Pontoise, j'avais une étudiante qui est venue me voir. Elle est marocaine. Elle est mariée à un Chinois. Vous voyez, c'est assez étonnant. Et elle me disait, et donc elle étudie en France. Donc déjà, vous voyez, et elle est en sciences. Donc moi, je me dis, mais c'est fantastique ce profil. Et elle me dit, j'aimerais faire un stage en Chine. Je lui ai dit, ouh là là, c'est compliqué pour les papiers et tout. Elle me dit, non, mais moi, j'ai pas de problème. Mon mari est chinois. Donc, je lui ai dit, c'est formidable. Mais elle me dit, mais j'en ai parlé au sein de l'université, de gens autour de moi, ils me le déconseillent. Et je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et elle m'a dit, mais je fonce, j'y vais.
Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on lui coupe les ailes, qu'on lui dise qu'il ne faut pas. Donc moi, je suis venu ici pour vous dire que bien sûr qu'il faut y aller, il faut partir. Donc, je me présente, je m'appelle donc Pascal Faucon. Dans ma vie, il y a 4 points importants, 4 choses. Donc, je suis à l'origine un chercheur. J'ai commencé ma carrière, vous voyez, pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais un chimiste, je faisais de la recherche fondamentale au CEA. Je suis un scientifique à la base, et ça, la recherche, aujourd'hui, vous allez dire quel est le lien? Eh bien, pour moi, un des fondements de ma vie, c'est la recherche. Et je vais vous dire, je considère que le fait de partir à l'international, c'est exactement la même démarche que celle du scientifique. Parce que le bon scientifique, le bon chercheur, il ne cherche pas dans sa communauté l'innovation. Vous devez quitter votre cercle et sortir, aller voir ailleurs. Et là, vous allez commencer à voir des choses que vous ne connaissez pas, et vous allez revenir dans votre communauté, et là, vous allez apporter des choses. Donc, moi, je vous explique toute l'histoire de la résonance magnétique nucléaire et des prix Nobel en résonance magnétique nucléaire, puisqu'il y en a eu en chimie, en médecine et en physique. À chaque fois, ce sont des hommes qui ont quitté leur territoire et qui sont revenus et qui ont apporté une nouvelle vision. Eh bien, le voyage, c'est exactement la même chose. Quand vous partez, pourquoi il faut partir? Parce que si vous restez dans votre village, il y a un proverbe chinois-vietnamien qui dit « La grenouille qui est au fond du puits voit le ciel tout petit ». Il faut sortir du puits. Il faut aller voir ailleurs. Parce que c'est comme ça que vous allez innover, inventer, créer. Donc, voilà, la recherche. Ensuite, je suis un entrepreneur. C'est le deuxième pilier de ma vie. J'ai quitté justement la recherche parce que je suis parti en Amérique du Nord. J'ai vécu en Amérique du Nord. J'ai été professeur à l'Université Laval pendant 3 ans, pendant que j'étais chercheur au CEA. Et là-bas, j'ai découvert quelque chose qui m'a ébloui, interpellé, alors que je suis chimiste, c'est les nouvelles technologies. Et quand je suis rentré, eh ben, j'ai créé une start-up. Donc, vous voyez, le voyage. Donc, j'ai créé une start-up dans les nouvelles technologies. Et voilà. Et depuis, le fait de créer des boîtes, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai participé à la création de plusieurs sociétés. Donc, l'innovation, l'entrepreneuriat est quelque chose qui est très important dans ma vie. Le troisième point qui est important, c'est l'enseignement, la formation. Vous savez, le bon chercheur, c'est celui qui est capable de transmettre aux autres. On fait de la recherche, moi et les collègues, pour essayer de questionner la réalité, nos observations. Le voyage y contribue énormément au questionnement. Et on questionne, mais ensuite, c'est pour reconstruire quelque chose. Et il faut arriver à modéliser ça pour le transmettre aux autres, pour qu'eux-mêmes puissent aller plus loin. C'est ça le moteur de la recherche. Et la recherche, c'est pour ça que ça va forcément avec la formation, avec la transmission. Et puis le dernier point de ma vie, c'est l'international. L'international, je suis originaire d'un petit village, enfin mon père et ses ancêtres viennent d'un petit village de France, mais vous voyez,
je me suis marié avec une Espagnole. J'ai vécu en Amérique du Nord et l'Asie a été vraiment, depuis ces dernières années, ma zone de prédilection en matière de recrutement et de travail d'accompagnement pour les entreprises françaises. Donc, et l'année dernière, c'était assez étonnant, j'ai 4 enfants et j'avais un enfant sur chaque continent. Vous voyez, il y en avait un en Europe, un qui était en Océanie, un aux États-Unis et un en Afrique. Donc, c'est ça la globalisation. Alors vous allez me dire, moi là je vous ai parlé de rêve, allez-y, foncez. Maintenant, je vais donner la parole à un monsieur, vous allez l'écouter, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, je vous donne son background. Ce monsieur est arrivé en volontariat, l'équivalent du volontariat international, au Cambodge en 1975. Alors le Cambodge en 1975, pour certains, je resitue le contexte, c'est les Khmers rouges qui arrivent à Phnom Penh. Vous avez un film qui s'appelle La déchirure, de Killingsfield. Et dedans, vous voyez, c'est l'histoire d'un journaliste américain, c'est un film américain, donc d'un journaliste américain avec un journaliste cambodgien. Et puis ça se situe à ce moment-là, c'est une amitié entre ces deux hommes, mais ce qui est intéressant par rapport à la France, c'est que quand les Khmers rouges sont arrivés, tout le monde s'est réfugié, tous les étrangers et les amis des étrangers se sont réfugiés à l'ambassade de France. Je peux vous dire que tous ceux qui connaissent le Cambodge et qui aiment ce pays se souviennent, ici en France et là-bas, se souviennent de ce moment dramatique où tout le monde s'est retrouvé dans l'ambassade de France en 1975 et que les Khmers rouges ont dit « Nous allons rentrer dans l'ambassade et tuer tout le monde si vous ne nous livrez pas les Cambodgiens qui sont ici. » Et là, vous avez quelque chose qui s'est passé. La police française a dû faire sortir les Cambodgiens. Donc, on voit ça dans ce film. Je peux vous dire que tout le monde a été marqué quand vous étiez dans l'ambassade. Moi, j'ai une liste de gens que je connais personnellement et qui étaient là. Et parmi ces gens-là, il y avait Frédéric Bennoliel. Et en 1900, donc déjà, c'est une expérience très forte de l'Asie. Et en 1978, il est le premier à être rentré au Vietnam pour monter une joint venture avec bioMérieux. C'était les premiers investissements français au Vietnam communiste. Et puis, ensuite, c'est quelqu'un qui s'est passionné par l'Asie. Il a appris le japonais. Il est devenu patron de bioMérieux pour l'ensemble de l'Asie. Et puis, il y a quelques années, il est revenu en France. Il est devenu le directeur des relations internationales du CNRS. Et je le connais depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui est à la retraite, mais il n'est pas à la retraite. Il travaille au Japon. Il est patron d'une boîte automobile, d'un sous-traitant automobile au Japon. En gros, c'est un passionné de l'international, de cette Asie. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va vous dire à vous. Puisque je l'ai interviewé pour dire aux jeunes quel est le message qu'il a à transmettre aux jeunes. Alors voilà, je vais vous le faire écouter. Bonjour Frédéric. Bonjour. D'abord, une première question. Comment êtes-vous arrivé en Asie ? Pascal, bonjour. Merci de cette première question sur mes tout débuts, bien jeune homme, à l'étranger. Je suis parti en coopération, ce qui est devenu le VIE, lorsque mes études ont été terminées. Et j'ai voulu me rendre loin, dans une partie du monde qui m'intéressait déjà depuis très longtemps, qui était l'Asie. Et on m'a proposé un poste qui était d'ailleurs peu convoité pour une raison
bien simple. C'est non seulement que c'était loin, mais surtout que au Cambodge, à l'époque, il y avait la guerre. Alors, est-ce que ça a suscité davantage de curiosité de ma part? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est ainsi que je suis parti en coopération. J'y suis resté 1 année et que j'en suis rentré dans des conditions difficiles puisque j'ai été pris en otage lorsque les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh. Cela ne m'a pas découragé puisque j'ai voulu continuer à retourner dans cette partie du monde où j'ai passé un grand nombre d'années. Voilà comment j'ai commencé dans cette région. Frédéric, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui vont faire un stage en Asie? Eh bien Pascal, je crois que dans la vie, la première chose pour changer de continent, pour changer d'environnement, c'est sûrement une nécessité d'être très curieux. Donc mon premier conseil, ma première remarque, ce serait de dire, si vous n'êtes pas curieux de ce qui se passe au-delà de votre périmètre, eh bien, il ne faut pas partir. Et si vous l'êtes, alors il faut absolument partir en faisant preuve en même temps sûrement de réserve, sinon vous n'apprendrez pas grand-chose et vous paraîtrez arrogant. Il faut aussi sûrement faire preuve d'humilité, ça va ensemble. Et il dit d'une autre façon, ouvrir très grand les yeux, en mettant entre parenthèses, au moins pendant quelque temps, sa propre culture, afin de bien comprendre ou d'essayer de bien comprendre l'autre, et d'arriver à un équilibre entre ce que l'on est, ce que l'on veut devenir, et ce qu'on peut apporter aux autres, et surtout, dans un premier temps, apprendre des autres. C'est cette synthèse, peut-être, qui est la plus importante, et qui démarre sur cette notion de curiosité de l'autre. Quelles sont les qualités que vous recherchez pour un recrutement d'un jeune lorsque vous cherchez à le recruter pour travailler en Asie? Les qualités requises, il y en a sûrement beaucoup, mais enfin il en faut quand même un minimum. On a parlé de curiosité, je pense que les qualités que l'on pourrait citer sont sûrement des compléments à cette nécessité première de curiosité. Je crois que la personne doit être évidemment disponible de son temps, disponible de son avenir, au moins jusqu'à un certain point, et surtout disponible dans sa tête de se trouver confronté avec une culture différente, avec des gens très différents, et puis une nourriture différente, autant de choses qui font que l'adaptation est nécessaire. Il faut aussi être très travailleur, parce que si vous êtes un peu trop dilettante, vous ne serez pas apprécié de vos interlocuteurs, vous apprendrez moins, vous perdrez votre temps, et puis vous ferez perdre celui des autres aussi. Une ouverture d'esprit, c'est évident, le moins possible d'a priori, et puis un désir tenace, quotidien, dès qu'on se lève le matin, avec le plaisir d'être ailleurs, de faire autre chose, d'apprendre autre chose, et bien un très grand désir à cultiver, d'apprendre. Et finalement, Frédéric, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes? La curiosité, Pascal, je crois que c'est aussi ce qui permet d'accepter beaucoup de choses. Et lorsqu'on, jeune coopérant ou jeune entrepreneur, ou quel que soit le vocabulaire utilisé, lorsque vous partez loin et que c'est un premier poste, eh bien il faut accepter l'inconfort. L'inconfort relatif au moins dans sa tête, souvent l'inconfort matériel, les premiers mois ou les premières années, et puis aussi cet inconfort spirituel, puisque nécessairement vous allez perdre un certain nombre de repères, vous allez essayer d'en acquérir d'autres, vous allez vous casser la figure, vous tromper plusieurs fois, revenir, trébucher, mais il faut que vous acceptiez, parce que c'est un processus normal. C'est finalement accepter et l'apprécier, sinon ce serait trop difficile ou trop dur à vivre, accepter l'aventure, c'est une aventure. Partir, chercher un nouveau job, chercher un environnement différent pour une période, qu'elle soit courte ou longue, c'est nécessairement accepter et chercher l'aventure. Et puis je crois que lorsque cette aventure se passe bien, que vous avez beaucoup appris, que vous avez au moins un petit peu donné aux autres, qu'il y a eu cet échange, qui vous a donné envie de continuer, eh bien vous y avez gagné, chacun y a gagné, vous y avez gagné en force, sûrement en flexibilité, puisque vous avez essayé de comprendre autre chose, et finalement vous avez un peu ouvert la porte à l'imagination, et le business c'est aussi l'imagination, c'est aussi une conquête de marché, c'est aussi une réflexion sur
comment faire grandir et faire grandir les gens avec lesquels vous travaillez dans l'intérêt de chacun. Et je trouve que sans être grandiloquent, c'est quelque chose de noble et d'intéressant qui, moi en tout cas, a bien jusqu'à présent rempli ma vie et j'espère que ça va continuer encore un peu. Voilà, alors je vais remettre le... Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez entendu des qualités humaines, des choses qui sont, vous voyez, potentiellement partagées par nous tous. Moi, vous savez, quand j'envoie des gens à l'étranger, j'ai pas peur de la compétence quand j'ai un jeune. C'est pas ça qui me fait peur. Et quand mes collègues des recruteurs asiatiques vont accueillir un étranger, c'est pas ça non plus qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est est-ce que vous allez être capable de vous intégrer? Est-ce que vous n'allez pas exploser en vol? Vous voyez? Et vous voyez, il y a des films, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Internship, les stagiaires, où vous avez chez Google, et c'est deux personnes qui ont 40 ans et qui n'y connaissent rien à l'informatique et qui veulent, leur rêve c'est rentrer chez Google. Et puis, en fait, finalement, Google va les prendre parce que ce sont des liants. Ce sont des facilitateurs, ce sont des gens qui sont positifs et qui créent, vous voyez, qui stimulent l'équipe. Et là, le problème qu'on a quand on envoie des jeunes et des moins jeunes à l'étranger, c'est on se dit, est-ce que la personne que j'envoie, parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'être dans une autre culture. Moi, je suis marié à une Espagnole et déjà, on a des problèmes de communication alors que ça fait 20 ans qu'on est mariés. Donc, vous imaginez quand on part à l'étranger. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que cette personne qui va partir ou qui va arriver, est-ce que cette personne va être un nœud de problème pour moi ou va me solutionner mes problèmes? Voilà. C'est pour ça qu'il insiste énormément sur les aspects humains. C'est très, très important. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous essayer de vous donner un chemin. Parce que là, je vous ai dit ce qui me paraissait essentiel. Je vous ai donné le discours du cœur. Et puis, je crois que ce discours que Frédéric tient, c'est le discours de très nombreux industriels qui sont là-bas, à l'étranger, voyez. Il y a 2 millions de Français à l'étranger. 2 millions, aujourd'hui. On vous a parlé des VIE, des volontariats internationaux en entreprise avant. Ça, il y en a à peu près 8 000. Ça veut dire à peu près entre 3 500 et 4 000 recrutements par an. D'accord, 3 500, 4 000 recrutements. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est les Work and Holiday Visa, pour des Français, ça représente 40 000. 10 fois plus. Et si vous allez à Londres, il y a très peu de VIE. Très peu. Mais pourtant, il y a 260 000 Français à Londres. Il y a plus de Français à Londres qu'à Bordeaux. Il y a 40 000 Français en Californie. Il y en a 10 000 à Shanghai. Donc moi, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a le VIE, mais vous inquiétez pas, il y a plein d'autres manières de partir et de réussir. Donc, il y a un chemin, il y a une méthode, et je vais essayer de vous la communiquer. Peut-être qu'il y aura un jour une autre méthode meilleure, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est mon esprit de chercheur, j'ai essayé de la formaliser pour la transmettre. Comment est-ce qu'on fait pour partir? Alors, la première chose à regarder, là maintenant on va rentrer dans du concret. La première chose, c'est est-ce que vous avez le droit ou pas? Parce que le monde n'est pas homogène.
Si vous avez une nationalité qui est espagnole, vous êtes espagnol, ou vous êtes français, pour l'Australie, ce n'est pas la même chose. Pourtant, c'est 2 citoyennetés européennes. Eh bien, dans un cas, vous avez, en 2 heures, vous avez un visa pour les moins de 30 ans pour aller en Australie. Dans l'autre cas, c'est la croix et la galère. C'est même à éviter. Donc, il faut... Maintenant, on est obligé de regarder cette question. Vous avez quel âge ? Vous voyez, par exemple, au Canada, tous les points jeunesse pour l'immigration vont commencer à disparaître à 35 ans. Ils sont intéressés par des jeunes talents, mais voilà, ils ont des points, des systèmes de points. Donc, il va falloir faire le point là-dessus. Vous avez un rêve, vous avez des pays. Moi, je passe mes journées, si vous voulez, enfin, à essayer d'orienter, de conseiller les gens déjà sur ce point-là. Ça, c'est la première étape. Les papiers. En Amérique du Sud, vous êtes intéressé par l'Amérique du Sud, si vous êtes français, il y a 2 pays qui ont un accord bilatéral avec la France, c'est le Brésil et l'Argentine, pour les PVT, les Work and Holiday Visa. Bon, donc, ça c'est un aspect. Si vous êtes... Il y a le Middle East. Le Middle East, par exemple, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Là, vous avez des... si vous êtes français, vous avez... il suffit de trouver un job là-bas et vous allez avoir le visa extrêmement facilement. Et après, par exemple, si vous êtes du Maghreb, ça va commencer à se compliquer. Et puis, ça dépend si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et de l'endroit. Vous voyez ? Si vous allez sur la Chine, pour travailler, il faut 2 ans d'expérience. Et ça va s'appliquer plus ou moins fort en fonction des zones en Chine. Donc, il faut faire le point là-dessus. C'est très important. Le deuxième aspect, c'est le marché du travail local. Ça ne sert à rien de chercher du boulot où il n'y en a pas. D'accord ? Au Middle East, par exemple Qatar, Émirats Arabes Unis, vous avez 95% de population étrangère. Donc, a priori, il y a des choses à faire pour vous. Les papiers, c'est une zone économique où ça se passe bien. Vous prenez un pays comme l'Argentine, des gens qui me disent « j'aimerais aller là-bas ». Mais je leur dis « est-ce que tu es prêt à gagner 200 ou 300 euros par mois ?» Parce que, attention, des VIE, il y en a très peu. Je vous ai dit la proportion, vous voyez, 3500, après je vous dis il y a 70% des VIE qui sont sur l'Europe. Donc si vous regardez sur l'Amérique latine, il n'y en a pas beaucoup. Donc bonne chance. Moi je suis là pour qu'une personne trouve du travail en 2 mois. C'est ça mon objectif. Et je peux vous dire que je vais regarder si le marché il est là. Donc si la personne elle est prête à être payée au tarif local, là, ok. Mais sinon, on part dans des rêves. C'est comme une fois, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une jeune fille qui m'appelle d'Athènes et qui me dit « je cherche du travail en France ». Alors je dis « très bien, dans quoi ?» Je voudrais être prof de grec ancien. J'ai dit « non, il faut ouvrir ». Parce que là, c'est l'administration déjà qui recrute les profs. Et puis, voilà, c'est malheureux, mais il va falloir trouver autre chose. Vous voyez, en tout cas, si on veut du travail dans les 2 mois. Donc, vous êtes obligé de regarder ce marché du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez le monde, et puis en fonction de qui vous êtes, de votre nationalité, il y a forcément des endroits où on vous attend. Je vous prends l'Alberta, au Canada. 2% de chômage. Vous voyez ? Vous descendez du bus, 30 minutes après, vous avez un boulot. C'est vraiment, il y a des endroits où vraiment, il y a du travail. Le problème, on va y venir, c'est comment vous allez vous présenter. Parce que même s'il y a 2% de chômage, même si vous êtes tous ici à envoyer des candidatures,
je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne qui va être recruté. Parce qu'il va falloir se présenter correctement, montrer sa valeur. Je vais vous poser une question. Je suis Pizza Hut et je suis à la recherche de vendeurs de pizza à New York. D'accord ? Où je cherche mes vendeurs de pizza, à votre avis ? En Italie. Non. Oui, peut-être. C'est vrai qu'il y a une opportunité pour les Italiens. Mais a priori, je vais aller chercher des Italiens qui sont sur place. Parce que pour vendre mes pizzas, vous voyez, je me vois difficilement aller les chercher en France ou voilà, dans d'autres pays. Je vais quand même me focaliser sur la ressource locale. Par contre, si je vous dis à tel numéro de rue, à Vancouver, il y a un lingot d'or. Vous, si vous êtes ici, à Paris, je vous donne l'adresse exacte, l'emplacement exact, et je vous donne l'information. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont prendre un billet d'avion et qui vont aller le chercher. Donc la question là derrière, c'est quelle valeur avez-vous aux yeux du recruteur ? C'est une affaire, on va le voir, très importante de marketing personnel, de présentation. Moi, je serais prêt à aller chercher le lingot d'or à l'autre bout de la planète, mais pas la pizza. Vous voyez ? Donc, vous devez checker, déjà en préalable, est-ce qu'il y a le marché pour vous ? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un visa ? Voilà déjà 2 questions. Ensuite, je vous parle de LinkedIn. Pourquoi ? Ici, vous êtes tous intéressés, en tout cas pour la plupart par l'international. Sur ce réseau social de professionnels, vous avez 300 millions de personnes. 300 millions de personnes qui sont dans la mondialisation. Malheureusement, le paysan en Afrique, il n'est pas sur LinkedIn. Mais tous les patrons, Bill Gates, Barack Obama, Carlos Ghosn, président de Renault, Nissan, tous, ils y sont, eux. Et tous ceux qui veulent profiter de la mondialisation, ou tous ceux qui cherchent, par exemple, vous avez 1 million de recruteurs qui sont là, de chasseurs de tête. Ils sont sur ce réseau. Ce n'est pas Facebook, c'est un réseau de professionnels où vous vous présentez avec votre CV, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous pouvez émettre des idées. Vous voyez, vous avez... C'est un outil absolument incroyable de mise en relation professionnelle pour des gens qui sont dans la globalisation. Là, vous avez les 5% des gens de cette terre, de cette planète, qui sont dans la globalisation, qui voient la globalisation comme une opportunité et qui veulent essayer d'en profiter, si vous voulez, ou qui la vivent. Donc vous avez les talents qui essayent de rentrer, les jeunes, et puis vous avez tous les décideurs, tous les recruteurs, tous les gens qui cherchent des clients, enfin voilà, ce sont ceux qui sont dedans. Donc vous devez être là. C'est l'endroit où vous devez être. C'est pas Facebook, c'est pas Viadeo, c'est LinkedIn. Alors, je vous prends Carlos Ghosn,
président de Renault-Nissan, un homme fantastique. C'est le monsieur qui, en 1998, a piloté le plus gros investissement étranger au Japon de l'histoire, 6 milliards d'euros. Ce sont des Français qui l'ont fait, puisque c'est Renault. C'est une alliance, un partenariat. C'est fantastique, cette histoire entre Renault et Nissan. Et je vous le dis parce que l'international vous intéresse. La démarche de M. Ghosn a été étonnante. Quand il est arrivé au Japon, il s'est dit, mais qui connaît le Japon? Qui va pouvoir m'aider? Ça, c'est intéressant, cette question. Qui peut le mieux m'aider? Parce que M. Ghosn avait besoin d'aide. Et il a demandé de l'aide, comme vous, certainement, avez besoin d'aide. Et l'aide, parmi les gens qui l'ont aidé à l'époque, il y a un prêtre du Havre qui s'appelle Olivier Chegaray. Et pourquoi il est allé voir ce prêtre? Déjà, Carlos Ghosn, il est dans la mondialisation. Il est né dedans. Il est brésilien, il est libanais, il a fait ses études au Liban, et ensuite, il a fait ses études supérieures à Polytechnique et aux mines de Paris, et il est français. 3 nationalités, 3 passeports, une religion, il est maronite, catholique maronite, et donc, pour lui, il s'est dit, j'ai besoin d'une personne qui connaisse ce pays, qui y a passé sa vie. Pas un diplomate qui y passe 3 ans, ou quelqu'un d'une société qui est là pour un temps donné. Quelqu'un qui a engagé toute sa vie et qui connaît ma culture. Et il a posé à ce prêtre, il lui a demandé, qu'est-ce qu'il fait? La question c'était, comment croyez-vous qu'il faut que je fasse pour que l'alliance entre Renault et Nissan réussisse? Et on lui a répondu, il faut que les Français aient envie de Japon. Ce n'est pas de la compétence technique, là. Envie de Japon. Et pour créer cette envie, il va falloir que vous mettiez les Français dans des familles japonaises. Vous voyez, pas dans au moins 3 semaines pour qu'ils découvrent la vie. C'est fantastique cette histoire, parce que cette alliance, elle est colossale. Elle fonctionne aujourd'hui. Vous voyez, c'est fantastique. Et il y a une vision humaine. Et Alors Carlos Ghosn, vous voyez, il a son profil qui est sur LinkedIn. Et puis il publie des articles. Et le dernier article est génial. Il parle à des jeunes et il leur dit qu'est-ce qui est important pour demain que vous deveniez des managers dans cette globalisation. Vous voyez, en plein dans le thème d'aujourd'hui. Il n'est pas loin de dire un peu la même chose que Frédéric Benoliel. Il parle de l'humain. Donc, ce monsieur, il a plus de 300 000 personnes qui le suivent. Vous voyez, Jacques Attali, 100 000. Donc, ils sont là. Obama, 2 millions. Et c'est des gens qui parlent à des professionnels. Et ils cultivent leur notoriété. Eh bien, moi, je veux que demain, vous soyez comme Carlos Ghosn. Les gens, mes étudiants, je veux qu'ils aient des profils comme lui et qui communiquent leurs idées, comme lui. Parce que vous avez des idées intéressantes. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on va vous détecter. J'ai des gens je me souviens d'un Marocain qui s'appelle Hamza Aïdkas. Ce garçon, il cherchait du travail en France, il venait de terminer son école de commerce et il se disait « mes papiers vont terminer, je ne peux pas rester ». Donc il voulait aller à Dubaï. Voilà. Et on a commencé à travailler ensemble, je crois que c'était le 20 décembre 2012. Et 3 semaines après, un chasseur de tête lui a proposé une offre ici, en France, à la Défense, en contrôle de gestion. Il n'est jamais parti à Dubaï. Pourquoi? Parce que Hamza, si vous allez voir son profil, il est canon. Et tout de suite, les gens ont vu, mais ce gars-là, il est intéressant. Voilà. Et
Donc, si vous êtes à la fois légitime et que vous êtes une boîte à idées, vous inquiétez pas, les gens vont venir à vous et vont vous proposer des choses. C'est même pas vous qui allez devoir chercher. Alors ensuite, il va falloir, dans les outils de la communication personnelle, il y a le CV. Donc je vais vous montrer un exemple de CV que j'ai regardé pas plus tard que hier. Et je l'ai utilisé avec mes étudiants l'après-midi. Je me suis dit, tiens, je vais le reprendre aujourd'hui. Alors, vous avez une jeune fille, elle est d'une très bonne école, Centrale Paris. Vous voyez? Donc, vous vous dites, très bien. Mais enfin, déjà, il faut que vous ne le voyez pas. Non, mais moi, je vous le dis, elle est de Centrale Paris. Bon, alors maintenant, je vous demande à tous, parce que quand vous allez candidater, et ça, je vous dis, c'est la même chose en France, hein, c'est même pas une question d'international. Donc, aujourd'hui, si vous envoyez votre CV dans un service RH ou vous répondez par annonce, derrière, qui vous avez? Option 1, le stagiaire RH, donc qui ne connaît rien du tout, par exemple à l'électronique. Donc, stagiaire RH, option 2, le robot, qui traite automatiquement. Donc, la question est, quelle est la mission au service RH ou la mission du robot? À votre avis, c'est quoi la mission du robot ou du service RH? Ça va être d'orienter. Les gens sont gentils, hein? Vous êtes gentil. Et si vous vous retrouvez au service RH, vous avez envie d'aider. Donc, votre travail consiste à rerouter les CV vers les bonnes personnes. Dites-moi où est-ce qu'on reroute ce CV? Vous ne savez pas? Ben non, parce que l'information clé de ce CV, c'est le nom de la personne. Alors, accrochez-vous bien, parce que le CV, c'est très culturel. Donc, moi, j'ai des CV du monde entier qui m'arrivent. Vous savez, sur un CV chinois, ben, on ne met pas forcément les mêmes informations qu'un CV en Algérie. Bon. Et donc, dans le CV, une fois, j'ai vu un CV qui m'arrivait, page numéro 1, la photo du gars au centre avec son nom. Et après, on passait à la page 2. Donc, le truc centré sur soi. Ben là, c'est clair, l'information numéro 1, c'est le nom et le prénom. Vous avez compris, il y a un problème. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Donc, c'est poubelle. C'est tout. Donc, première chose qu'il faut absolument que vous ayez en tête, l'information numéro 1 du CV, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Bon, puis après, la deuxième question qu'on va se poser au service RH où le robot va essayer d'analyser, c'est est-ce que la personne a la compétence par rapport au poste. D'accord? Donc là, donc on ne sait pas ce que veut faire la personne, alors on a un certain nombre d'informations techniques, mais vous savez, la première chose que va chercher le robot ou va chercher le stagiaire, c'est les informations qui sont en gras. Vous faites des tests de lecture, vous êtes en langue, vous voyez, enfin pour un certain nombre. Moi, vous voyez, je n'ai pas fait des langues, mais j'ai analysé beaucoup comment les gens regardaient les CV. Et je fais des tests comme ça. Je mets si vous étiez mes étudiants, on mettrait ça en batterie là, puis on regarderait, et c'est vous qui faites la sélection. Et vous allez voir, on va tous arriver à la même conclusion. Le mode de fonctionnement du chinois, quand il voit l'écriture,
c'est que le détail donne le sens. L'écriture est symbolique, donc, dans une écriture symbolique, le détail donne le sens. Dans une écriture alphabétique, si vous écrivez avec plein de fautes d'orthographe, on vous comprendra. Donc on a une approche qui est beaucoup plus globale. Et si je vous donne 5 secondes pour analyser un texte, votre œil va être attiré par couleur et par le gras dans le CV. Et c'est là où vous allez voir s'il y a des mots-clés qui sont en relation avec votre compétence. À ce moment-là, vous allez vous dire, la personne qui va lire va dire, oui, cette personne-là, elle est compétente. Elle est compétente. Mais si vous me collez du gras, comme cette jeune fille, par exemple sur les dates, sur les lieux, sur des noms de société, tout ça c'est mauvais. Tout ça c'est mauvais. Donc, vous voyez, ça c'est pour faire ressortir tout de suite, je veux faire ça et je suis né pour le job. C'est ça le message du CV. Et si ce n'est pas ça qui sort en 7 secondes, parce que c'est le temps moyen d'analyse d'un CV, eh bien, c'est fini. Et puis après, vous avez un autre paramètre, où là, tout est faux aussi. C'est que cette personne-là, elle m'a contacté. Vous savez, moi, j'ai 10 000 étudiants qui me contactent chaque année. Alors, elle m'a contacté pour partir aux États-Unis ou au Canada, enfin en Amérique du Nord. Et je vous dis, elle a les prérequis. Pour moi, c'est bon, elle peut y aller. Le problème, c'est qu'avec ce CV, on est mal parti. Parce qu'au Canada, en plus des problèmes que je vous ai indiqués, le CV là, il est directement éliminé sans analyse aucune. Pourquoi? Il a une photo. En Chine, votre CV sera éliminé directement s'il n'y a pas de photo. Au Canada, c'est l'inverse. Vous voyez? Moi, j'ai des CV chinois qui me sont envoyés où il y a le poids, où il y a la taille, il y a des informations, vous voyez, très très personnelles sur le CV. Parce qu'on dit, je vous ai dit, dans cette culture, ceux qui connaissent, le contexte est fondamental. Donc, un CV en Corée peut faire 20 pages. On va raconter plein de choses. Aux États-Unis, non. Aucune information personnelle. Il y a des lois anti-discrimination. Donc ça change complètement d'un pays à l'autre. Oui. Justement, ce qui est formidable, alors je reprends. La question c'est, LinkedIn, justement, il y a la photo. Eh bien oui, c'est ça qui est fantastique. C'est comme dans la comptabilité avec SAP, avec LinkedIn, il y a une espèce de standard mondial qui apparaît. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner, en fait, l'aspect culturel européen, américain et asiatique. Moi, les CV, enfin, les profils LinkedIn, ils sont extrêmement descriptifs. Des gens avec qui je travaille, mais on fait vraiment une relecture sur chaque expérience, donc on développe. Alors que sur des profils, enfin sur des, par exemple, sur des CV nord-américains, vous allez faire des choses beaucoup plus concises sur le CV. Mais sur LinkedIn, vous avez une espèce de standard mondial qui se met en place et qui est extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, il faut une photo sur LinkedIn, mais c'est l'outil qui nous impose une standardisation. Comme dans la comptabilité. Au niveau international, si vous allez voir des sièges de sociétés, ils aiment beaucoup SAP ou ces progiciels de gestion parce qu'ils imposent une espèce de standard mondial de fonctionnement à l'ensemble des équipes au niveau international. On se structure autour de l'outil. Et bien là, c'est ce qui est en train de se passer avec LinkedIn.
Mais maintenant, ça n'empêche pas que vous avez des règles sur les CV qui diffusent dans les entreprises. Bon, autre point très important. Moi, si je recrute j'ai une entreprise française qui me dit « j'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment chinois pour travailler avec la Chine ». Bah forcément, les Chinois qui ont étudié en France m'intéressent. D'accord ? Mais dans les Chinois qui ont étudié en France, je vais regarder très fortement quelque chose. Quand je vais recevoir un CV à compétences égales, je vais regarder le numéro de téléphone. Parce que si la personne est avec un plus 33 et que si elle est avec un plus 86, ça change tout. Dans un cas, je n'ai pas de problème de papier. Dans l'autre cas, je n'ai que des problèmes de papier. Parce que faire venir un Chinois en France, c'est compliqué. Donc, quand vous voyez un numéro de téléphone, phone, plus 33, je vous dis tout de suite, le recruteur américain ou canadien vous élimine. C'est fini. On ne va pas plus loin. Donc, les informations géographiques, il faut faire très attention avec. Donc, vous voyez, c'est une succession de choses, et je ne vous ai pas donné tous les éléments, mais rien que sur le CV. L'autre jour, j'étais sur un forum à Studirama, j'ai vu, on a récupéré 250 CV. Je vous assure, il y en avait 2 qui passaient les tests. 2 sur 250. Donc, autre point, le marché de l'emploi. Si vous avez 100 personnes qui cherchent du travail et qu'il y a 100 postes, 20% va se passer sur des offres. 80% va se passer sur de la relation. Donc, mais vous allez forcément aller chercher partout dans le monde des sites, vous allez poster et tout. Donc, il y a en fait 100% des gens qui candidatent sur 20% du réel, du marché. Et tous les jeunes font ça. Mais d'entrée de jeu, alors même s'il y avait 100%, enfin s'il y avait 100 postes pour 100 personnes, vous êtes à combattre entre vous sur un poste pour 5 parce que vous regardez là où, en fait, pour tout le monde, c'est une évidence qu'il faut aller là. Mais vous ne regardez pas ailleurs. Donc moi, je vais vous parler de la mise en relation. Oui. Eh bien, pas de numéro de téléphone, évidemment. Ah non, pas de numéro. Pas de numéro dès que vous êtes à l'international. Il faut mettre un email, il faut mettre votre profil LinkedIn. Il faut faire attention à l'information géographique. Et je vais vous dire, j'ai un garçon qui a trouvé du travail il n'y a pas longtemps à Londres. C'est même si vous candidatez sur Monster, par exemple. Monster regarde votre adresse IP. Et à partir du moment où vous candidatez à partir de la France, c'est eux qui contrôlent l'adresse IP. À ce moment-là, tout ce qui est ailleurs vous est fermé. Donc, c'est plein de... Je viens des nouvelles technologies. Moi, on travaille... Quand vous candidatez sur un site américain, il faut que vous ayez une IP américaine. Voilà. Sinon, de toute façon, c'est vous oublier. Eh ben, c'est très facile. Il y a plein de... Aujourd'hui, les gens font du marketing. Vous avez Criteo qui a été aujourd'hui qui est coté au Nasdaq, donc qui fait du marketing pour les sociétés, de l'analyse. Vous voyez, aujourd'hui, on utilise les nouvelles technologies pour vendre des produits. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Il va falloir que vous maîtrisiez à fond ces outils parce que le produit, c'est vous. Alors après, préparez ma prise de contact. Moi, je vais vous parler des 80%, parce qu'on va aller parler directement à des patrons.
C'est ça qui marche. Mon objectif, c'est que je prends mon téléphone et je vous donne le numéro de portable de Carlos Ghosn, le président de Renault. Je vous assure, le problème, c'est qu'est-ce que vous lui racontez à M. Ghosn. Le problème ne va pas être d'avoir le numéro de téléphone ou l'adresse email de la personne, les éléments pour le contacter. Le problème clé, c'est qu'est-ce que vous lui racontez. Et là, vous imaginez, moi, il y a très peu de temps, enfin c'était il y a 15 jours, j'ai un garçon qui me téléphone, qui me contacte sur Skype et qui était en Californie. Et ce garçon cherchait du travail dans une boîte dans le secteur de l'environnement. Et je lui dis, est-ce que tu as candidaté chez Enphase? Alors il me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je suis passé par un monsieur qui s'appelle Martin et qui m'a dit de candidater, enfin d'envoyer mon CV à la DRH, qui était indienne. Je lui ai dit, le monsieur Martin, je le connais très bien. Il est un des fondateurs, ils étaient deux, un Indien et lui. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a 400 salariés. Martin est directeur technique. C'est une très très belle réussite. Il est millionnaire. Et donc, il avait le pouvoir de te prendre direct. Et donc, si t'a envoyé au service RH, c'est qu'il n'a pas vu ta valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre vous va contacter les gens en faisant comme dans le métro, les gens qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que tu n'as pas 1 euro pour moi ? J'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger ?» Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous ne voyez pas la valeur ajoutée de la personne. Hein. Pour vous, c'est un boulet. Ce n'est pas la personne avec qui vous avez envie de passer votre quotidien. Donc, si vous allez voir les gens en leur demandant, vous allez vous planter. Il faut inverser le paradigme. Le paradigme, c'est le suivant, c'est vous avez besoin d'argent, posez-vous la question, comment vous allez faire gagner de l'argent à l'entreprise? Ça, c'est intéressant. Vous avez besoin d'aide, comment vous pouvez aider l'entreprise? Vous avez un projet personnel et professionnel, quel est le projet de l'entreprise? Et si vous faites ça, là, on va vous ouvrir des portes, on va s'intéresser à vous, on va dire, mais cette personne-là, waouh! Donc c'est l'étape numéro 3, c'est sur quoi vous allez pouvoir aider? Quelle va être votre valeur ajoutée? Début du mois, j'ai un garçon de Chimie Paris qui vient me voir et qui me dit, je cherche du travail. Chimie Paris, bonne école et tout, mais on commence à réfléchir là-dessus. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Quelle est ta réflexion? Il me dit, je voudrais faire du marketing. Il est ingénieur. Ce n'est pas du tout sa formation. Et on parle, et je lui ai demandé de réfléchir. C'est compliqué ça. Il faut lire. Il faut aller voir en dehors de votre domaine. Il faut sortir. Et il me dit, aujourd'hui, par exemple, sur les crèmes anti-vieillissement, ce qui pourrait être génial pour une boîte, c'est d'arriver à vendre ces crèmes à des jeunes filles de 20 ans. Vous voyez ? Et puis il m'a parlé d'une autre idée, il me dit, on pourrait peut-être, j'ai lu, il y a certainement des choses à faire sur les cellules souches, utiliser les cellules souches pour éviter de faire des tests cliniques sur des animaux. Bon, déjà 2 idées. Ce garçon, 3 semaines après, c'est-à-dire là, il est déjà recruté par Hermès. Donc je ne suis pas le seul à avoir vu que ce garçon avait du potentiel. Donc, réfléchissez, vous avez des idées, vous avez un cerveau, faites fonctionner les connexions, faites des passerelles qui n'existaient pas. Après, on va travailler sur
le réseau. Donc là, je veux juste vous montrer ça. Vous voyez, ça, c'est je ne paye pas sur LinkedIn. Je suis en gratuit. Eh bien, si je fais une recherche à blanc, c'est-à-dire je ne mets rien dans le moteur, il me dit en gros mon réseau potentiel. Mon réseau est de 8 millions de personnes. 8 millions de personnes. Eh bien, moi, je vous dis qu'en une semaine, alors c'est vrai, j'y suis depuis 2004. Donc, et j'ai près de 12 000 personnes qui me suivent. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail de fond. Mais mon ambition, c'est que, je vous dis, c'est relativement simple. En une semaine, vous pouvez avoir 2 millions de personnes qui vous voient. Parce que c'est réciproque, hein, c'est-à-dire vous voyez et vous êtes vus. Vous êtes dans leurs critères de recherche. Donc il faut qu'il y ait des professionnels qui cherchent et qui puissent accéder à vous. Et ça, je vous dis, en une semaine, en travaillant un peu la question, vous pouvez être à 2 millions. Après, ça va devenir plus compliqué. Mais voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'outil. Mais il y a d'autres moyens. Vous avez des salons à Lyon, à la fin novembre, début novembre, il y a 2300 entreprises qui viennent pour le salon Polytech. Ces boîtes-là, si vous allez dans des forums de recrutement, je vous dis hein, comment fonctionnent les boîtes. Les boîtes envoient des stagiaires au forum de recrutement, et puis là, ce qu'ils veulent faire, c'est de la com pour les jeunes. Pour dire, voilà, nous, on soutient l'emploi, machin et tout. Mais là, vous n'allez pas voir le patron d'EDF ou le patron de Renault. Hein. Par contre, au salon de l'automobile, quand ça a débuté, le premier jour, Carlos Ghosn, là, il y était. Et tous les autres, ils y étaient aussi, les patrons des grands groupes. Donc, et là, il y avait pas, vous y étiez pas. Eh bien, le but du jeu, c'est que vous soyez là où sont les patrons. Mais on va retrouver donc le même problème. Rentrer sur le salon, je vous dis, ce n'est pas un problème. Et c'est gratuit. Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez raconter, encore une fois, à la personne qui est sur le stand. Est-ce que, parce que je l'ai vu, ça, des gens qui faisaient la distribution de CV. Mais ça, c'est nul. Il faut que vous arriviez avec des cartes personnelles. Il faut que vous ayez votre profil qui soit canon, que vous ayez réfléchi. Je reprends un autre exemple qui va pour illustrer. La lettre de motivation. Si vous écrivez une lettre de motivation aujourd'hui, je vous annonce déjà, quasiment, on est proche du 100% de déchets. Pourquoi ? Je n'ai même pas besoin de voir. Vous allez me parler de vous. La lettre va être centrée sur vous. Et je dis toujours, si vous écrivez une lettre d'amour, est-ce que vous parlez de vous dans la lettre d'amour? Vous centrez tout sur vous. Vous allez la centrer sur l'autre. Vous allez expliquer à l'autre pourquoi il est important dans votre vie. Qu'est-ce qui vous émerveille chez lui? Eh bien, l'entreprise, c'est une personne. Et si vous allez la voir en vous racontant, en étant à lui demander, vous allez vous planter. Donc, une rencontre avec un dirigeant, ça se prépare. On accroche comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir les informations sur les gens. Il faut faire le chemin. Une fois, et je vais passer à la suite, je vous raconte une interview, un recrutement. C'est une jeune Vietnamienne qui est en entretien de recrutement avec le patron d'une entreprise française. Et à un moment donné, dans l'entretien, elle dit « Monsieur Durosé, j'aimerais vous dire quelque chose. » Alors le monsieur, il sourit. « Je vous admire beaucoup. » Là, le monsieur était surpris et elle lui dit
vous savez, je sais qu'en 95, vos entrepôts ont brûlé. Je sais que vous vous êtes battus pour reconstruire cette société et que si cette société, elle est là, c'est grâce à vous. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez que le monsieur, il a fait? Voyez? Il l'a recruté. Alors, développer mon réseau international et multiplier mon nombre d'offres, voilà, on va l'étape ultime pour obtenir les entretiens, ça va être de contacter effectivement les gens, c'est ce que je viens de décrire. Alors, après, vous avez l'entretien. L'entretien, c'est le dernier point que je voulais aborder, je vais le faire très vite. Vous voyez cette caricature. Combien de fois j'ai entendu des étudiants me dire « je veux partir en Chine ». Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais faire du management. Alors, ils ne parlent pas un mot de chinois. Vous voyez? Et c'est exactement, alors je leur dis « mais c'est comme moi, j'adore quand j'ai un Esquimau qui vient me voir et qui me dit qu'il aimerait manager des Français. » Vous voyez? Vous vous dites « mais où est-ce qu'on est ?» Donc, posez-vous toujours, dans l'entretien, vous avez différents types de personnes et vous avez les peurs de la personne. Mais j'ai constaté quelque chose de culturel, je vous le dis, qui est amusant. Un Chinois, quand il va à l'étranger, il a peur. Un Français, quand il va à l'étranger, il n'a pas peur. Et donc, lui, ça ne lui pose aucun problème de raconter ce genre de trucs. Et puis de donner des leçons aux gens et d'expliquer des tas de choses. Voilà. Après, le problème du chinois, de l'asiatique, c'est que vous avez des patrons français qui veulent de l'autonomie et de la responsabilité au travail. Là, dans une culture où le groupe est très important, si vous dites à un Chinois « vas-y, fonce », et ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre. Quelles sont ses peurs dans l'entretien pour ne pas attiser les peurs et au contraire le rassurer. Donc l'entretien, c'est encore une autre paire de manches. Alors, voilà. Et puis après, pour terminer, là, ce sont des exemples. J'ai un blog personnel, donc vous pouvez taper sur Google Pascal Faucon et vous me trouverez. Donc, il y a un onglet témoignages. Et ça, c'est des jeunes. Ce jeune a trouvé son travail aux États-Unis, en Caroline du Nord, ce mois-ci. Et chacun a une raison. Vous avez un succès. Ce garçon a très très bien préparé ses entretiens sur un salon. Il a su, dans le salon VIE qui a eu lieu, c'était il y a 10 jours, hein, le salon, une fois par an, il y a un salon VIE. Je peux vous dire, là, il y a la masse de gens et c'est très compliqué. Mais lui, il avait vraiment bien préparé. Et il a accroché une personne de Forestia pendant 45 minutes et une semaine après, il avait son VIE. Mais il avait préparé vraiment, centré sur la société. Donc, c'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres exemples. Voilà. Alors, j'ai des cartes, si vous voulez, mais ce qui est intéressant, si vous me contactez sur LinkedIn, vous avez accès à mon réseau. Donc, n'hésitez pas, déjà. Et après, je peux vous aider si vous cherchez un stage ou un job à l'étranger. Ça fait partie de mes missions. Voilà, et j'ai essayé de le faire dès aujourd'hui.